pas une bonne méthode, c'est la seule. Cette réflexion attribuée à Gandhi, l'apôtre de la non-violence, accompagne votre film Demain, sorti en 2015, réalisé avec Mélanie Laurent, un tour de la planète des bonnes pratiques dans tous les domaines de la vie, un film qui a rencontré un très grand succès. Vous êtes aujourd'hui un des garants de la convention citoyenne mise en place par Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes. Au passage, il faut d'ailleurs savoir que c'est vous qui avez proposé cette idée au président de la République. Pendant 9 mois, 150 citoyens tirés au sort ont planché avec des experts pour proposer des politiques publiques destinées à réorienter nos modes de vie en faveur de la protection de l'environnement et du climat. Vous avez travaillé sous les radars de l'actualité. Aujourd'hui, vous voilà au cœur des débats et des polémiques, soupçonnés de vouloir restreindre des libertés individuelles au nom de l'écologie. Alors ce matin, vous allez aussi bien sûr répondre à vos détracteurs sans filtre, selon la formule d'Emmanuel Macron, qui s'est engagé à intégrer sans filtre vos 150 propositions de changement parfois drastiques, avec des projets de loi, décrets et même référendums. Ce sera la nouvelle étape de cette expérience de démocratie semi-directe, inédite dans notre 5e République. Il vous le dira d'ailleurs à l'Élysée, vous serez reçu avec les membres de la Convention citoyenne demain. Comme chaque jour, donc encore plus que d'habitude, nous allons vous parler aujourd'hui de ce monde qui change. Je suis entouré de Cécile Cornudet des Échos et Damien Fleureau de CNews. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette sortie de confinement, elle est marquée par une série de crispations, de tensions, mouvements antiracisme, front dans la police, plans sociaux, affrontements encore hier soir avec les jeunes aux Invalides. Le monde d'après, c'est la paix civile en danger? J'espère que non. Le monde d'après, on aurait besoin que ça soit un nouvel équilibre. Et je pense qu'il y a eu énormément d'aspirations qui se sont exprimées pendant le confinement et qu'elles ne sont pas forcément toutes réalisées et que c'est peut-être ça qui crée cette tension. Damien Fleureau. Cyril Dion, cette idée de convention citoyenne, vous l'avez proposée, vendue à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là ? Alors, à l'origine, c'est une lettre ouverte qu'on avait fait dans le Parisien avec un collectif qui s'appelle les Gilets Citoyens, le 30 janvier, je crois, 2019. Et par un hasard de calendrier, au même moment, on avait lancé une initiative qui s'appelle l'affaire du siècle, où on avait attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique. Et plus de 2 millions de personnes ont signé cette initiative en quelques jours. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé invité à la radio avec Marion Cotillard sur France Action Inter. déboutée récemment, cette semaine, par la justice d'ailleurs. Elle n'a pas été déboutée, non. Il y a une réponse du gouvernement, mais il n'y a pas encore eu de jugement. Et il se trouve que Emmanuel Macron a invité ensuite Marion Cotillard pour lui expliquer qu'on n'avait pas compris à quel point la politique climatique du gouvernement était formidable. Et elle a proposé que je vienne. Et quand j'y suis allé, je me suis demandé quoi faire. Si on lui avait proposé une mesure parmi d'autres, une plateforme, ça aurait été une déception, je pense, pour toutes les personnes qui ont participé à l'affaire du siècle, parce que ça aurait semblé être minuscule. Et puis on voyait que le problème était plus large, parce qu'on était en pleine crise des Gilets jaunes, on était en pleine grève pour le climat des jeunes. Donc il fallait une réponse qui ait une certaine ambition. Et il se trouve que depuis des années, je m'intéresse à cette question, on en parlait d'ailleurs dans Demain, avec David Van Reybrouck, du tirage au sort, de réinventer nos modèles démocratiques. Et il me semble aujourd'hui que notre modèle démocratique représentatif n'est pas taillé pour répondre à l'urgence climatique. Pour 2 raisons. La première est que nos responsables politiques, la plupart du temps, cherchent à être réélus, donc à être dans une espèce de point d'équilibre où on peut un peu plaire à tout le monde, caresser tout le monde dans le sens du poil. Or, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui face au changement climatique, ce sont des mesures profondément radicales. Donc la plupart des gouvernements depuis 30 ans renoncent à les prendre parce que ça ne serait pas très populaire. Et de l'autre côté, une partie de ces mesures vont à l'encontre des intérêts économiques les plus puissants de ce pays, qui ont, en règle générale, beaucoup d'influence sur les décisions publiques. Donc, pris entre le marteau et l'enclume, il y a fort peu de chances que les responsables politiques y aillent. Donc, l'idée était de dire, il faut passer par la délibération. Il faut que les Français puissent se saisir du sujet, comprendre ce qui se passe, en discuter, et eux-mêmes formuler des propositions qui soient acceptables par l'ensemble de la société. Alors, c'est ce que vous avez fait. Et il y a d'ailleurs une des propositions qui a fait beaucoup parler. On écoute, on regarde, on y revient. Ça peut être quelque chose d'intéressant, une piste à explorer. Après, le seuil de vitesse, bon, ça sera à définir par le pouvoir législatif. On culpabilise toujours les automobilistes, on leur dit que c'est toujours eux, c'est toujours la voiture qui pollue.
Vous avez compris, hein, 110 km/h. Sur l'autoroute, c'est la mesure qui fait polémique depuis que la Convention a rendu ses propositions. Est-ce que ça vampirise pas quand même un petit peu le reste? Est-ce que vous aviez anticipé ça? Et il n'y a pas un regret quand même que tout soit focalisé sur cette mesure? Moi, je vais vous dire une chose, je suis garant. Donc, mon travail, ça a été de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à un maximum d'informations diverses, qu'il n'y ait pas justement un point de vue qui vampirise un autre pour les influencer. Ensuite, ce sont les 150 citoyens qui ont voté. C'est un cas d'exemple qui est très intéressant parce que ils ont travaillé en groupe de travail. Donc, il y avait un groupe de travail qui travaillait sur les transports. Et chaque groupe de travail venait présenter ses mesures au reste de la Convention. Donc, en gros, une trentaine de citoyens venaient présenter à 120 autres. Quand ils sont arrivés avec cette mesure des 110, ils ont été hués dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental par les autres, en disant inacceptable, pas possible, 110, ça va, ça suffit, la bagnole, etc. Et il se trouve qu'ils ont défendu leurs arguments, et notamment un des citoyens qui s'appelle Guillaume, qui est un spécialiste des transports, leur a donné des chiffres froids, en leur disant, voilà, en gros, sur un trajet, vous pourrez regarder parce que toutes les sessions ont été enregistrées, hein, donc vous pouvez les revoir sur Internet, sur le site de la Convention. Il leur dit, sur un trajet de 180 km, vous allez perdre 10 minutes. Et en revanche, vous allez avoir une réduction des gaz à effet de serre de 20%, quand on sait que la voiture individuelle fait partie des grands émetteurs de gaz à effet de serre en France, c'est pas négligeable. Vous allez faire des économies parce que ça va vous coûter moins cher, vous allez consommer moins, et ça va diminuer le nombre d'accidents, et ça va aussi diminuer la mortalité. Donc, ils se sont posé la question, et c'est là qu'on voit qu'en fait, quand on se met à délibérer sur ces sujets-là, on peut être amené à changer d'avis, comparativement à des situations où on est dans une espèce de réaction un peu épidermique, émotionnelle. Et ils ont changé d'avis, mais c'est la proposition qui a été votée de la façon la plus serrée. 60% dans la Convention. Et effectivement, ils avaient tous anticipé en se disant, j'espère que c'est pas la focalisation qui va y avoir dans les médias. Et c'est le cas. Et c'est ça qu'on peut aussi regretter. Ça donne une tonalité à l'ensemble qui est beaucoup sur la contrainte, les interdictions, etc. Est-ce que c'est ça l'écologie aujourd'hui? Nous, on pensait que c'était un peu, il est interdit d'interdire, et là, c'est quand même, on interdit beaucoup. J'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est que les médias ont quand même une sacrée responsabilité. Il y a 149 propositions. Pendant 3 ou 4 jours, on n'a entendu parler que du 110 km/h. C'est 1 sur 149. Donc, si on voulait vous êtes aussi invité aujourd'hui pour parler des autres et pour parler du reste. Hein. Non, mais donc, si on voulait cristalliser l'opinion, on s'y serait pas mieux pris. Je vous signale quand même qu'il y a des sondages qui ont été faits ces derniers temps là sur Odoxa. Il y en a un aussi qui a été fait, qui a été publié par Le Parisien à la demande du RAC. Globalement, les Français approuvent ces mesures, à l'exception du 110 km/h. Là encore, on a vu des titres du Figaro. Les Français rejettent le 110 km/h, et le sous-titre était l'ensemble des propositions remporte en gros une adhésion massive. C'est pas très fair-play. Sur ensuite, cet aspect d'interdiction, c'est pas embêtant que la réponse elle soit toujours maintenant un peu voilà, comment réconcilier les Français avec l'écologie si on vient sur leur liberté. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a besoin aujourd'hui que l'écologie soit plus un récit et une vision de l'avenir qui est aussi une vision positive. C'est ce qu'on avait essayé de faire avec Demain, c'est-à-dire qu'on puisse voir comment la société va s'organiser et que ça crée du sens, que ça crée du désir. Mais malgré tout, vous le voyez pour tous les autres sujets de société, quand la vie humaine est en danger, on crée des interdictions. Si vous n'avez pas le droit de rouler à 150 km/h dans le centre de Paris, c'est parce que ça met des gens en danger. Si vous n'avez pas le droit de fumer dans les cafés ou dans les restaurants, c'est parce que ça met la vie des gens en danger. Si on considère, et je pense qu'il faut considérer une bonne fois pour toutes, que le changement climatique va mettre en danger des centaines de millions de personnes dans l'avenir, il faut qu'on légifère ensemble. Alors, à propos récit, justement, Cyril Dion, à propos récit, parce qu'on va continuer à en parler, mais juste pour pouvoir préciser aussi ce que dit Cécile Cornudet, quelles sont les mesures les plus importantes? Si on met de côté cette mesure sur laquelle vous êtes expliqué, quelles sont pour vous les mesures les plus importantes et destinées à pouvoir embarquer, justement, comme on dit, les Français dans un récit positif vis-à-vis de ce changement? Il y a des mesures qui sont techniques et qui sont fondamentales. Par exemple, l'obligation de rénovation thermique des bâtiments, ça fait des années qu'on en parle. On sait que c'est un des postes d'émission de gaz à effet de serre les plus importants. Il faut le faire. Donc, proposer une obligation pour ça, c'est fondamental. Faire en sorte que l'urbanisme se transforme dans nos villes, qu'on fasse plus de place au vélo, à la marche à pied, au transport en commun. Là aussi, pour réduire la part de la voiture individuelle dans nos transports. On sait que c'est aussi indispensable. En revanche, dans les mesures qui proposent une autre vision du futur, il y a cette fameuse mesure que les citoyens demandent de soumettre à référendum, qui est légiférée sur le crime d'écocide,
qui revient en réalité à donner des droits à la nature. Il propose la création d'une haute autorité indépendante qui soit capable de regarder les lois et de regarder si elles s'inscrivent dans le cadre des limites planétaires, qui est un concept qui a été élaboré par le Stockholm Resilience Center, qui essaie justement de réinscrire notre économie dans le cadre des limites planétaires plutôt que l'inverse. Plutôt que de dire la planète doit se débrouiller avec notre économie, ce qui est physiquement et biologiquement impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, si on déséquilibre tous les équilibres, justement, c'est-à-dire si on coupe les forêts plus vite qu'elles sont capables de repousser, si on déséquilibre le climat, si on vide les océans, si on rend nos sols totalement non fertiles, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'économie sur une planète morte. Alors, on va effectivement se retrouver dans quelques instants pour savoir si ou pas vous êtes un Khmer vert ou un partisan de la nouvelle dictature. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Et 1, et 2, et 3 euros. Et 1, et 2, et 3 euros. Et 1, et 2, et 3 euros. On va vous encourager à faire des économies. Avec SOWI et sa station connectée, pilotez votre chauffage et économisez jusqu'à 25% sur votre facture d'énergie. En ce moment, jusqu'à 50 € remboursés sur vos contrats de gaz et d'élec. SOWI est une filiale d'EDF. Et ouais! Offre valable jusqu'au 31 juillet. Conditions et infos sur sowi.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Et oui, c'est le temps des copains chez Intermarché. C'est pour ça qu'en ce moment, pour l'achat d'un paquet de glaces Kinder Bueno, le deuxième est à moins 50%. De quoi vous offrir un peu de silence à l'heure du goûter, même avec 8 enfants à la maison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 juin, offre valable sur les produits de la gamme glace Kinder Bueno, présents en magasin et sur le drive. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chez Jardiland, faites rimer vacances d'été avec barbecue à partager, coin détente ensoleillé. Du 24 juin au 16 août avec les projets d'été, profitez de 10 € de remise par tranche de 100 € d'achat sur tout le magasin. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Vous voulez vivre une expérience de conduite inédite? DS Automobile présente L'électrique selon DS3 Crossback E-Tense. Silence impressionnant, puissance à l'accélération, plus de 300 km d'autonomie, DS3 Crossback E-Tense 100% électrique bouscule les codes établis. Fabriqué en France, ce SUV conjugue admirablement technologie et raffinement. DS Automobile vous invite à un essai 24 heures de DS3 Crossback E-Tense dans son réseau exclusif. DS Automobile. Wow, t'as bonne mine. C'est la réouverture des terrasses qui t'a rendu le sourire? Mieux, j'ai acheté une terrasse. Ah bon? Tu vas ouvrir un resto? Non, j'ai acheté un appartement Cogedim avec une terrasse. La vue est incroyable. Ah, et sur ta terrasse 3 étoiles, on peut réserver pour dîner? Vous aussi devenez propriétaire Cogedim. 95% de nos appartements ont un balcon, une terrasse ou un jardin qui font toute la différence. Jusqu'au 10 août, profitez de 30 000 € offerts sur votre appartement neuf. Rendez-vous vite sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence. Leclerc. Parce que ça fait des semaines que vous faites des efforts, vous pouvez compter sur nous pour en faire plus. Avec le plan Leclerc, on renforce votre budget en bloquant les prix de 12 600 produits de nos marques Sélection d'Experts, Tisaya et Marque Repère. Parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité, mais aussi de pouvoir se faire plaisir. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir détails et liste des produits sur www.e.leclerc. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et surtout Cyril Dion, notre invité, réalisateur et garant de la Convention citoyenne, qui d'ailleurs sera demain reçu par le président de la République. On écoute, on regarde. Avec l'épidémie, l'économie mondiale s'est quasi arrêtée. Notre première priorité est donc d'abord de reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. Oui, Emmanuel Macron répond demain aux 150 citoyens en les recevant à l'Élysée. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il va annoncer? Vous êtes dans des discussions avec lui là-dessus? Pas moi personnellement, mais... Ça se construit, même dans la réponse finale, ça se co-construit avec l'organisation des citoyens? Là, pour l'instant, le gouvernement est en train d'étudier leurs propositions et on sait que à la fois dans les ministères et à l'Élysée, c'est en train de chauffer sous le casque. Et ensuite, il y aura la réponse à la réponse. C'est-à-dire que les citoyens vont répondre Mais qu'est-ce que vous attendez au président de la République? Parce qu'il avait dit, je prendrai tout sans filtre, je prendrai vos mesures, il y aura même peut-être un référendum. Vous attendez de lui quelque chose quand même? Mais c'est ça qu'on attend. On attend qu'il respecte son engagement.
Quand il est venu voir les citoyens de la Convention, il leur a expliqué que le sans filtre pouvait s'appliquer à partir du moment où les propositions étaient suffisamment abouties, notamment dans leur transcription juridique. Donc on a fait ce travail-là. Le but maintenant est que toutes ces propositions qui sont abouties à la fois sur le plan juridique, à la fois dans leur financement, puissent passer sans filtre au Parlement, au référendum, ou que tout ce qui peut être appliqué directement par voie réglementaire le soit. Donc ça veut dire que si l'Élysée annonce par exemple une consultation des Français, un peu comme on peut le faire en Suisse, on appelle ça une votation, sur des sujets pratiques, vous avez parlé au début de l'émission par exemple de la rénovation thermique, ce serait déjà bien, même si ça ne reprend pas l'intégralité des propositions pratiques, du concret. Le but n'est pas forcément que toutes les propositions soient soumises à référendum. Le but est que toutes ces propositions-là entrent dans le processus démocratique. Donc une partie d'entre elles puisse aller devant le peuple français quand c'est nécessaire. Donc la rénovation thermique des bâtiments, le plan vélo. Ça, c'est ce que le président de la République semble vouloir faire. Ce que les 150 citoyens ont proposé, c'était plutôt que les Français se prononcent sur les grandes orientations, notamment les transformations de notre Constitution et le crime d'écocide, donc plutôt le projet de société. Mais c'est très long, ça a fait regarder. Même d'ailleurs, le Premier ministre a dit c'est trop compliqué à mettre en place. Mais le Premier a fait ministre, litière de votre proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Premier ministre, de toute façon, il était défavorable à cette initiative depuis le début. Donc c'est pas très étonant. Vous l'avez vu comment ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est pas ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il le dit depuis le début. Il le dit en off, il a montré très peu d'enthousiasme pour cette initiative. Il a eu l'air de supposer que demander leur avis à des citoyens, c'était pas tellement une bonne idée, que c'était plutôt le rôle des élus de travailler sur ces sujets-là. Le problème, c'est que ça fait 30 ans que les élus devraient s'en saisir et ne le font pas et n'avancent pas comme il le faudrait. Je vous rappelle quand même que les dernières projections des plus grands laboratoires de climatologie en France, c'est plus 7 degrés à la fin du siècle. Plus 7 degrés, ça veut dire qu'en 2070, on a un tiers de l'humanité qui vit dans des zones aussi chaudes que le Sahara. Donc si le Premier ministre considère que les élus font leur travail sur le sujet depuis 30 ans, formidable, moi je pense que non. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin à la fois d'impliquer les Français et de passer par d'autres modalités démocratiques. Un procès d'intention, parce que c'est vrai que le processus juridique, politique est long à mettre en place. Or, vous, notamment avec votre film, vous avez mis en place des dispositifs de vie quotidienne. Vous avez travaillé sur les micro-solutions. Pourquoi vous ne proposez pas un référendum sur les situations concrètes ? Alors, la première des choses, c'est que en France, dans la Ve République, la seule personne habilitée à proposer un référendum, c'est le président de la République. Donc les 150 citoyens lui ont fait des propositions sur 3 sujets et lui ont dit sur tous les autres, on vous laisse la liberté et l'opportunité de choisir lesquels vous voulez soumettre au peuple français. Donc vous n'excluez pas que sur ces sujets concrets, il y ait une consultation ou un référendum? Absolument pas. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui doit choisir. Ce sur quoi je veux aussi insister, c'est qu'il y a plein de sujets qui peuvent être directement passés par la voie réglementaire. S'il y a des sujets sur lesquels on se rend compte qu'on est déjà d'accord, par exemple, il y a eu tout un sujet sur les bateaux qui sont à quai, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, qui pourraient bénéficier d'une alimentation électrique. S'il faut électrifier les quais pour que les bateaux puissent arrêter de dégazer dans les ports, ça c'est quelque chose qui peut se faire par la voie réglementaire directement. Il n'y a pas besoin de référendum, il n'y a pas besoin de perdre du temps au Parlement. Allons-y, avançons. Que tous ces sujets-là puissent être déjà mis en œuvre. Nous, on en serait ravis. Mais Cyril Dion, on a entendu vos attaques à l'instant contre le chef du gouvernement, Édouard Philippe, parce que vous dites qu'il ne s'est pas intéressé, il ne s'y intéresse pas. Mais dans les sondages que vous citez volontiers, sur le soutien des Français à vos mesures, il y a aussi une autre partie. Il y a aussi les Français qui considèrent qu'ils sont sceptiques sur la volonté du président de la République de mettre en œuvre ces mesures. Alors pourquoi vous l'épargnez plus ? Ah, je l'épargne pas plus, vous m'avez parlé de lui, donc je réponds. Et il se trouve qu'effectivement, c'est pas vraiment de ce côté-là de l'exécutif qu'on a eu le plus de soutien jusqu'à maintenant. C'est un fait. Hein. Ça n'empêche pas que je suis pas tendre avec la politique d'Emmanuel Macron sur plein de sujets et qu'il faudrait qu'il aille beaucoup plus loin. Cette partie du sondage Odoxa que vous mentionnez, c'est-à-dire le fait que 73% des Français pensent aujourd'hui que l'exécutif ne reprendra pas ses propositions et ne tiendra pas sa promesse. C'est un vrai problème. C'est que aujourd'hui, la distorsion qu'il peut y avoir entre ce que la population souhaite faire, ce que les élus font de façon réelle, et la confiance que les citoyens peuvent faire dans les élus pour opérer les transformations qui sont nécessaires dans la société, devient immense. C'est aussi
un des objectifs de cet exercice-là, de recréer des espaces démocratiques dans lesquels on redonne du pouvoir aux citoyens et dans lesquels on peut ensemble orienter la société sans être uniquement dépendant d'élus qui malheureusement ne remplissent pas toujours leurs promesses. Cécile Cornudet. Donc, s'il y a des mesures concrètes, voire une votation citoyenne sur des mesures concrètes, mais qu'en revanche, on n'avance pas sur cette notion d'écocide qu'a beaucoup mis en avant la Convention citoyenne, parce que ça apparaît anticonstitutionnel, parce qu'il faudrait un vote du Parlement, que toute la droite jamais ne votera ça, est-ce que vous dites, tant pis, c'est quand même bien si on avance sur du concret? Moi, ce que je dis, c'est que tout ce qu'on peut faire avancer, il faut le faire avancer. Il faut prendre ce qu'on peut prendre. Quoi qu'il arrive. Maintenant, cette question de l'écocide, non seulement elle n'est pas forcément anticonstitutionnelle, elle demande en gros des innovations dans le droit. Ce que les citoyens ont demandé, c'est que... Elle met un droit au-dessus de tous les autres droits, en réalité. Le droit environnemental au-dessus de tout, qui guide tout. En l'occurrence, là, il y a deux sujets dans ce que vous abordez. Il y a le sujet de la modification constitutionnelle, de l'article 1er et du préambule, et il y a la question de l'écocide. C'est le sens de l'histoire de donner des droits à la nature à un moment ou à un autre. Si on accepte de considérer que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste, qui sont les écosystèmes, que s'il n'y a pas de forêt, s'il n'y a pas de mangroves, s'il n'y a pas d'océan, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de climat stable, que s'il n'y a pas de pollinisateurs, il n'y a pas de récolte pour les agriculteurs, que s'il n'y a pas de vers de terre, s'il n'y a pas de carabes, il n'y a pas de sol fertile, et que donc nous devons absolument préserver l'équilibre de ces écosystèmes pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Cyril Dion, on voudrait comprendre, comment se fait-il que, au fond, ce que vous expliquez là suscite une telle bronca générale depuis quelques jours? Non seulement, vous l'avez pointé, vous pensez que les médias ont travaillé un peu dans ce sens-là, mais pas seulement. Le monde politique, chez les marcheurs, même du côté des Verts, on vous accuse d'être au fond un petit peu les écolos utiles du président. À droite, on est contre vos mesures. Comment vous expliquez que finalement tout le monde soit contre vous? Vous avez raison contre tous? Alors, en fait, raison contre tous, quand 74% des Français disent approuver la grande majorité... De la part des acteurs publics, en l'occurrence. Je vous invite à regarder à nouveau cette distorsion entre des médias et des éditorialistes, quelques acteurs politiques, et ce que les Français expriment dans 2 sondages consécutifs qui ont été publiés ces derniers jours. Cette distorsion, elle pose question. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un problème aujourd'hui? Et que on peut légitimement se dire que nos élus sont en décalage avec la société et avec une culture qui est en train d'émerger. Vous avez vu ces jeunes dans les rues depuis des mois et des mois, qui appelle cette génération, justement, qui est aujourd'hui éditorialiste, qui est aujourd'hui aux manettes de la politique, pour leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes peut-être en train de déséquilibrer la planète, de sorte que nous ne pourrons pas vivre dans une planète habitable dans les années qui viennent? Si on met de côté aussi uniquement la presse, on voit les acteurs politiques qui ont l'air, qui vous critiquent, même je disais une fois de plus du côté des écologistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les écologistes ont dit qu'ils soutenaient en grande majorité les propositions de la Convention citoyenne. Mais ils vous reprochent aussi d'être peut-être un petit peu allé dans le sens du président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'apprête à vraiment changer les choses, c'est là qu'on sent que ça résiste. C'est ça votre impression? On est au moment où les camps vont se cristalliser, c'est évident. Enfin, vous avez vu là même dans le cadre des élections municipales à quel point les positions se sont durcies. On a entendu des choses ahurissantes. On a comparé les écologistes à Hitler, au Khmer vert. Et, enfin, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? On a vu des gens dire on va faire barrage aux écologistes avec le même vocable qu'on employait pour le Front National. Alors qu'au sein de la Convention citoyenne, lors de vos travaux, il n'y a jamais eu de tension. Vous nous avez dit que sur cette proposition du 110 km/h, il y avait eu quelques remous, des huées, mais vous estimez, vous, que au sein de cette Assemblée, finalement, les choses se sont bien passées, même s'il y avait des points de désaccord sans doute forts. Elles se sont très bien passées parce qu'encore une fois, on a donné la possibilité aux citoyens de délibérer. En dehors de clivages partisans. Exactement, d'avoir accès à des experts, d'avoir accès à des climatologues du GIEC, d'avoir accès à des économistes du Haut Conseil pour le climat, de voir aussi des professionnels, de voir des agriculteurs, de voir des transporteurs, de voir le patron d'ADP, de voir le patron de Louis Gallois, le patron de PSA, mais aussi de voir des ONG, mais aussi de voir des architectes et des urbanistes, et de se faire une idée globalement de la situation. Moi, je pense que c'est ça dont on souffre profondément. C'est qu'on n'a pas d'espace démocratique dans lequel on peut tous ensemble se demander ce qu'on veut faire face à la plus grande menace que l'humanité ait jamais rencontrée.
Après, la question qui peut se poser, et qui est peut-être la question que vous posez quand on voit toutes ces crispations, c'est est-ce qu'on y croit vraiment ? C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes qui aujourd'hui vomissent sur les écologistes en les appelant dictateurs, Khmer verts, ce qui est le contraire, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le contraire. C'est-à-dire que là, on est en train de proposer un processus démocratique pour tous ensemble se mettre d'accord sur ce qu'on voudrait faire. Je vous signale quand même que si on laisse la situation se dégrader et qu'on arrive en 2050, 60, face à des catastrophes climatiques considérables, il sera plus le temps de délibérer. Et on sera obligé de prendre des mesures radicales, comme ça a été le cas pour le confinement par exemple, où on a privé globalement les Français de leur liberté de mouvement, parce qu'il était trop tard, parce qu'on était face au mur. Quand on sera face au mur climatique, il faudra prendre ces mesures. Donc est-ce qu'il vaut mieux les prendre maintenant, en délibérant, encore une fois ? Et c'est là où en fait ces accusations de dictature sont ridicules. Ils sont absolument l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Et à part ça, il y a d'autres soupçons, mais on va en parler dans quelques secondes. C'est celui, au fond, d'être adossé au lobbying vert, qu'on vous ait tenu la main, en fait, pour la plume, parce qu'on n'avait pas forcément tout imaginé et tout pensé à partir uniquement de votre expérience de citoyen, ceux qui ont été réunis. Alors, le lobbying vert, déjà, je vous encourage à regarder comment ça se passe au Parlement européen, dans l'ensemble du monde politique. Je viens, en l'occurrence, de monter une séquence pour le film que je suis en train de faire qui s'appelle Animal, qui va sortir au mois de mars, où nous avons découvert que 90% des lobbyistes au Parlement européen étaient des lobbyistes de grandes entreprises et du monde industriel. Et que ce que vous appelez le lobbying vert, c'est-à-dire les ONG, les citoyens, ça représente 10%. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les grandes entreprises ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens pour faire en sorte d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont produire du discours, parfois même de l'écrit pour les députés. On se retrouve pour en parler dans quelques instants. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Bonjour, c'est Frédéric Tadei. Nous partons en balade cette semaine avec Elisa, Lucie et Juliette du groupe Elijah. Elles ont 26 ans et leur carrière musicale a démarré d'une manière fulgurante il y a 5 ans. Leur renommée est devenue mondiale en quelques jours. Elles vont nous faire visiter Sopi, South Pigalle, comme on dit aujourd'hui dans les magazines branchés. Europe 1 en balade avec Frédéric Tadei. Alors à tout à l'heure, 11h sur Europe 1. Benoît, sociétaire Massif. Pour mon assurance auto, côté tarif, je ne savais pas trop où j'allais. Entrez votre destination. Mais avec la Massif, j'ai le pouvoir de profiter des meilleurs tarifs. Là au moins, en choisissant le numéro 1, j'ai pris la bonne direction pour mon assurance. Vous êtes arrivé à destination. Merci. Mais de rien les gyros. Massif, essentiel pour moi. Contactez-nous en agence, par téléphone ou sur massif.fr. Tarifs parmi les meilleurs du marché hors promotion. Massif, première société d'assurance en nombre de contrats auto en France en 2019. Et si on assurait son mobile avec Orange ? Moi, avec l'assurance 24 heures mobile, si je casse mon téléphone, on me le remplace en 24 heures. Ah ouais ? Eh ben moi je suis assuré s'il tombe dans l'eau et en cas de vol. Ouais, en cas de vol plané, tu veux dire. Très drôle. Avec l'assurance 24 heures mobile, votre téléphone est remplacé en 24 heures en cas de vol, casse ou oxydation. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Réservé aux abonnés mobiles Orange ou Soch, 12 mois minimum, remplacement sous 24 heures après acceptation du sinistre, garantie et conditions sur orange.fr. Contrat d'assurance souscrit par Orange, numéro Orias 13001 387 auprès de Cardiff Assurance Risque d'hiver. Pourquoi je soutiens les sauveteurs en mer ? Parce que toute l'année, ils veillent sur nous. Ils sont toujours prêts à intervenir en pleine tempête, sur la plage ou sur terre. Ils risquent leur vie pour nous. Et ce sont des bénévoles. Alors oui, je les soutiens. Et vous ? Le 28 juin, c'est la journée nationale des sauveteurs en mer. Il y a 1000 raisons de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. Pour sa première affaire, la capitaine Noémie Chastain fait face à l'impossible. Comment enquêter lorsque la scène de crime se trouve sous des millions de litres d'eau et qu'on essaie de vous tuer à chaque chapitre ? Prix Maison de la Presse, découvrez Surface, le nouveau polar ultra addictif d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Cet été, pour 2 livres Pocket, achetez un cadeau offert. Voir modalité en magasin. Leclerc. Le pouvoir d'achat, ça se défend, surtout en ce moment. C'est pourquoi Leclerc propose des offres sur de nombreux produits, même pour les tout-petits. Et comme Leclerc sait qu'un bébé, ça consomme beaucoup de couches, du 23 juin au 4 juillet chez Leclerc, pour l'achat de 2 packs de change bébé Pampers Baby Dry, format géant, taille 4, de 46 changes chacun, le 3e est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon.
Et on retrouve Cyril Dion, réalisateur garant de la Convention citoyenne. En 2015, vous avez sorti un film Demain qui a eu beaucoup de succès sur les micro-solutions pour changer le monde. On écoute, on regarde. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. En faisant tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. Il n'y a pas que des micro-solutions, hein. Bien sûr, on va en parler. Comment peut-on rester optimiste quand tout le monde annonce la catastrophe parmi les spécialistes les plus sérieux? Je ne sais pas s'il faut rester optimiste. En tout cas, c'est nécessaire de faire tout ce qu'on peut pour éviter cette catastrophe ou pour l'amortir. Je pense qu'il y a tout un volet malheureusement de la catastrophe climatique que nous ne pouvons plus éviter. Je vous le disais tout à l'heure, hein, les climatologues qui vont alimenter le prochain rapport du GIEC pensent que quoi qu'il arrive, même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui, on dépassera les 2 degrés en 2040. Et 2 degrés, c'est un point de bascule. Vous avez posté récemment un message sur un réseau social sur la température en Sibérie actuellement. Oui. Mais c'est une trajectoire. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on bat chaque année les records de chaleur. Je crois que les 4 ou 5 dernières années sont les années les plus chaudes depuis qu'on a commencé à faire le relevé des températures. Et malheureusement, les prévisions des scientifiques se réalisent. Et même les prévisions des scientifiques des entreprises qui vont à l'encontre de cette société à laquelle on aspire. Je ne sais pas si vous avez vu l'audition qui a été faite par Alexandria Ocasio-Cortez au Congrès américain des scientifiques d'Exxon. Et donc AOC leur disait, vous êtes quand même des sacrés scientifiques. Exxon, parce que, la compagnie pétrolière. Exactement. En 1982, vous aviez prévu qu'en 2019, on serait à plus 1 degré d'augmentation globale de la température du globe et qu'on serait à 415 ppm, c'est-à-dire la concentration de carbone, les parties par million dans l'atmosphère. Et les scientifiques d'Exxon lui disent, ben oui, effectivement, nous étions des très grands scientifiques. Et AOC leur fait dire ensuite que suite aux résultats de ces études, Exxon a investi des milliards pour semer le doute dans l'opinion et pour éviter justement qu'il y ait des campagnes contre les énergies fossiles puisque c'était leur cœur de métier. Ça, c'est documenté aujourd'hui. Il y a eu une enquête du New York Times qui a donné un livre qui s'appelle Perdre la Terre, qui est édifiant. Donc si même les scientifiques d'Exxon le disent et le prévoient avec autant de précision, je pense qu'il faut les croire. Sans se référer en permanence à Exxon, mais avec au fond ce que nous a dit le gouvernement français pendant le confinement, on va devoir apprendre à vivre avec les virus, les pandémies peut-être. Est-ce que cette fonte des glaces, des terres va pour vous libérer, relâcher des virus qui vont provoquer d'autres pandémies? Est-ce que pour vous les épidémies vont faire partie maintenant de notre vie? Ça fait partie des choses qui inquiètent un certain nombre de scientifiques. Moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas qualifié à dire que c'est certain. En revanche, je sais qu'un certain nombre de scientifiques sont inquiets que des virus, notamment qui sont dans le permafrost en Arctique, en Sibérie, puissent réapparaître. L'autre inquiétude, c'est de se dire que plus nous détruisons la biodiversité, plus nous rasons les forêts, plus nous faisons disparaître des espèces, et plus le risque que nous soyons en contact avec des virus qui viennent d'animaux sauvages est important. Et ça, de nombreux scientifiques se sont exprimés sur la question pendant le confinement. Damien Fleureau. Cette semaine, la plateforme aéroportuaire d'Orly, en région parisienne, a repris son activité, pour l'instant timidement, mais il y aura une montée en puissance. La croissance française, elle est basée sur cette relance de la consommation. On entend tous les jours nos dirigeants le dire. Est-ce que finalement ça vous inquiète? On sort de cette période de confinement et on reprend finalement la même marche en avant? Ben oui, évidemment que ça m'inquiète. Je pense que ce qu'on a vu avec la crise qui est en train d'émerger, qui fait suite à la crise sanitaire et qui est cette crise économique, c'est que d'une part, notre modèle économique est très fragile, c'est-à-dire que quand on arrête ce cycle de croissance, de production, consommation, pendant quelques semaines, à peine 2 mois, tout menace de s'effondrer. Donc notre système n'est pas très résilient. Sauf la nature qui reprend ses droits. Oui. Mais notre système économique, lui, il n'est pas très résilient. C'est-à-dire que si on arrête pendant 6 semaines, 8 semaines, la production, consommation et la croissance économique, tout menace de s'effondrer. Il y a du chômage en masse. Et malheureusement, ce système économique-là est antinomique avec ce dont on parlait tout à l'heure, les limites planétaires. C'est-à-dire que continuer à avoir de la croissance, continuer à prélever des ressources dans un monde fini et dans un monde qui a ses propres rythmes naturels,
on sait que ça ne sera pas possible. Mais sur l'aérien, par exemple, fermer des petites lignes, ce qui est le cas, ce qui est demandé à la compagnie Air France, par exemple, c'est bien, c'est suffisant. C'est indispensable. Enfin, là où on peut prendre le train sur des trajets, alors là pour l'instant on dit 2h30, mais même 4 heures. Enfin, je veux dire, on peut aller en train à Cannes ou à Nice, tout va bien. C'est pas une contrainte considérable. Partout où on peut prendre le train, surtout dans notre pays où on a des trains à grande vitesse, il faut arrêter de prendre l'avion. Les plans de relance qui sont en train de se succéder en ce moment pour Renault, pour Air France, mettent des conditions à ces soutiens de l'État pour l'évolution justement vers l'environnement et le durable. Vous y croyez? C'est sincère? C'est suffisant? Pour l'instant, on continue à fonctionner, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, on continue de fonctionner dans un modèle économique dans lequel on n'a pas remis en question l'axiome de base qui est l'axiome de la croissance. Donc évidemment, dans des plans d'urgence, on va soutenir des grandes entreprises, de l'automobile, de l'aérien, c'est logique. Ce dont on aurait besoin aujourd'hui, c'est que des économistes se penchent très sérieusement sur ce que serait une société post-croissance. Il y a des gens comme Éloi Laurent qui est Vous êtes un décroissant, en fait. En fait, c'est ça. Non, mais pour que les gens comprennent, c'est pas pour vous accuser, pour que les gens comprennent si exactement les gens veulent comprendre, quel projet vous portez. Je pense que il faut aller plus loin que la caricature croissance-décroissance. La croissance, c'est aujourd'hui devenu une espèce de dogme qui est supposé nous garantir tout... Un revenu. Pas que un revenu, c'est-à-dire la santé, le bonheur, le bien-être, le confort. L'éducation des enfants. Vous pouvez regarder un livre qui est absolument passionnant, qui s'appelle Sortir de la croissance, d'Éloi Laurent, donc qui est professeur à Stanford et à Sciences Po, et qui dit on s'est trompé. C'est-à-dire que ce à quoi on est attaché, c'est la finalité. C'est-à-dire, effectivement, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le fait de pouvoir se nourrir, c'est le pouvoir d'avoir accès à tous les biens qui font que on a une vie agréable et une vie digne. Le moyen de la croissance, aujourd'hui, est largement remis en question, pas uniquement par les décroissants chevelus et en Birkenstock. Si vous regardez des pays comme la Chine, qui est l'exemple d'une très forte croissance depuis des décennies, cette forte croissance non seulement a très peu réduit les inégalités, et en plus a détruit la biosphère. Mais si vous regardez la croissance aux États-Unis, je finirai juste avec ça. Oui. Beaucoup de croissance aux États-Unis, en tout cas beaucoup plus que chez nous, de l'ordre de 4 points de croissance ces derniers temps. L'espérance de vie baisse. Le système de santé est de plus en plus indigent. Le système éducatif aussi. Donc on voit bien que cette corrélation qui est tout le temps faite en disant il faut de la croissance pour avoir de la santé, pour avoir un environnement sain, pour avoir l'éducation des enfants, elle n'est pas si évidente que ça. Cyril Dion, je vous écoute et en même temps, je pense, je regarde, comme nous tous, tous les plans sociaux qui sont en train de se préparer, qui tombent en cascade, et peut-être des manifestations à la rentrée de gens qui vont défiler pour garder leur emploi et peut-être pas pour tout simplement pour penser à la planète. Vous les comprenez ? Vous comprenez qu'ils peuvent dire d'abord ma fin du mois avant la fin du monde, comme on dit ? Mais évidemment, mais on n'est pas non plus obligé d'être en permanence dans... Je trouve ça très caricatural, excusez-moi. Non mais pardon, c'est une question qui est, peut-être que vous trouvez caricaturale, mais qui se pose pour des millions de gens qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de perdre leur emploi. Ce que je vous pose, c'est pas une mise en procès, c'est une question que je vous pose. Je les comprends infiniment. Comprenez que nous, vous dites c'est pas une mise en procès. J'ai quand même un petit peu le sentiment que depuis une semaine, c'est une mise en procès. Quand on se fait traiter de Khmer vert, je reprends un petit peu ce terme, quand on se fait traiter de gens qui veulent une dictature écologique, etc., quand on est sans cesse mis face avec un pistolet sur la tempe, avec... Mais vous vous rendez bien compte, l'emploi... Mais c'est comme ça que ça se passe. La question, elle est, au fond, est-ce que votre projet de société prend en compte la question sociale ? Mais évidemment. La question du chômage qui va, selon les économistes, arriver en augmentant. C'est la question. Est-ce que vous pensez sérieusement que quiconque puisse avoir un projet de société... C'est le moment d'y répondre. Est-ce que vous pensez sérieusement que quiconque puisse penser que les écologistes ou les personnes qui veulent justement qu'on continue à avoir une planète vivable ne pensent pas à ça ? La Convention citoyenne, en l'occurrence, son mandat, c'était réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Toutes leurs propositions ont été pensées dans cet objectif-là, en regardant comment on crée de l'emploi. La rénovation thermique des bâtiments, ça crée énormément d'emplois. Le développement des énergies renouvelables, ça crée énormément d'emplois. Simplement, ça demande que nos responsables politiques anticipent, qu'on puisse penser un petit peu le temps long et pas
tout le temps être dans l'urgence en se disant oui mais vous comprenez c'est la crise donc il faut absolument qu'on relance les secteurs les plus polluants et qu'on regarde comment il va y avoir des transferts d'emplois. Comment on va recréer par exemple des emplois dans l'agriculture avec des paysans qui vont faire de la permaculture plus proche des endroits où est-ce que les syndicats personnes vivent. Est-ce que vous estimez aider dans cette démarche? Est-ce que pour vous les syndicats relayent assez vos propositions? On a vu la CFDT qui a fait un travail, Laurent Berger avec Nicolas Hulot, ça on l'a entendu, on l'a compris. Les autres centrales syndicales, est-ce que vous estimez qu'elles sont assez, qu'elles relayent assez vos idées? Je pense que le lien entre la question sociale et la question écologique se fait de plus en plus. J'étais par exemple parmi ceux qui demandaient à ce que le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat se rapprochent. On a fait effectivement un travail avec Laurent Berger. Je pense qu'il faut que ça aille beaucoup plus loin et que cette caricature, encore une fois, désolé de le dire, qui est souvent dans les médias, qui est de dire que, en gros, l'écologie c'est antisocial, ça a besoin d'être largement démenti. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui souffrent le plus du changement climatique et de la question écologique, c'est ceux qui sont les plus fragiles. Il faut donner quand même ce chiffre-là. Ce sont les 10% les plus riches qui aujourd'hui émettent 50% des gaz à effet de serre. Ceux qui souffrent de la pollution de l'air, c'est ceux qui vivent à côté du périphérique. Ceux qui souffrent de la précarité énergétique, c'est ceux qui vivent dans des logements qui ne sont pas isolés et qui n'ont pas la possibilité d'être propriétaires. Ceux qui vont le plus rapidement souffrir de la montée des eaux, de la montée des températures, c'est ceux qui vivent dans les pays qui sont les plus fragiles. Au Bangladesh, en Afrique, c'est pas les plus riches. Donc dire que l'écologie est un truc de riches qui n'intéresse que les riches, encore une fois, c'est très caricatural. Et encore une fois, on vous a posé la question et on ne l'a pas affirmée et vous venez d'y répondre. On se retrouve dans quelques instants. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Sur Europe 1, écoutez votre ville changer. Sébastien Krebs, Wendy Bouchard. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour une grande soirée électorale. Avec encore beaucoup de suspense pour près de 5000 villes qui n'ont pas encore choisi leur maire. De Bordeaux à Strasbourg, Perpignan, Marseille, Paris, Lyon ou Saint-Étienne, toute la rédaction sera mobilisée sur ces enjeux, l'ambiance sur place et l'analyse des forces politiques avec nos invités. Municipal 2020. Je vous dis donc à ce soir, dès 19h30 sur Europe 1. Leclerc. Le pouvoir d'achat, ça se défend, surtout en ce moment. C'est pourquoi Leclerc propose des offres sur de nombreux produits, même pour les tout petits. Et comme Leclerc sait qu'un bébé, ça consomme beaucoup de couches, du 23 juin au 4 juillet chez Leclerc, pour l'achat de 2 packs de change bébé Pampers Baby Dry, format géant, taille 4, de 46 changes chacun, le 3e est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique. J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi. Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Chez Jardiland, fêterie mes vacances d'été avec barbecue à partager, coin détente ensoleillé. Du 24 juin au 16 août avec les projets d'été, profitez de 10 € de remise par tranche de 100 € d'achat sur tout le magasin. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Pour sa première affaire, la capitaine Noémie Chastain fait face à l'impossible. Comment enquêter lorsque la scène de crime se trouve sous des millions de litres d'eau et qu'on essaie de vous tuer à chaque chapitre? Prix Maison de la Presse, découvrez Surface, le nouveau polar ultra addictif d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Cet été, pour 2 livres Pocket, achetez un cadeau offert. Voir modalité en magasin. Leclerc. Parce que votre budget a toujours besoin d'être renforcé, Leclerc vous propose cette semaine encore des offres sur de nombreux produits. Comme sur les bières Lef, du 23 juin au 4 juillet chez Leclerc, pour l'achat de 2 packs de 15 bières belges d'Abbaye Blonde Lef 6,6 degrés de 33 centilitres chacune, le 3e est offert. Leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La loi interdit la vente d'alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pierre, 60 ans, a une passion dans la vie. Se la simplifier. Alors côté énergie, Pierre a opté pour le gaz et l'électricité chez EDF. Donc un interlocuteur et une facture. Ainsi, Pierre peut se consacrer à son autre passion, les équations différentielles linéaires d'ordre 2. C'est le moment de choisir la bonne énergie. Chez EDF, un interlocuteur et une facture pour le gaz et l'électricité. Et ça change tout. Découvrez nos offres gaz au 3004. Devenons l'énergie qui change tout. Service et appel gratuit, conditions sur edf.fr/offre. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 10h, 11h,
Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et on se retrouve avec Cyril Dion pour cette dernière partie de l'émission. On écoute, on regarde un des acteurs de ces derniers mois qui a fait beaucoup parler de lui. Je crois que si j'ai un talent dans la science, c'est l'observation. Je suis un bon observateur. Alors je vois les choses là où les gens ne le voient pas, mais je ne suis pas un prophète. Voilà. Même si je suis barbu. Je ne suis pas un prophète du tout. Donc je ne prophétise pas ce qui va se passer, j'en sais rien. C'est pas la nouvelle façon de faire changer les choses, ces personnages nouveaux qui émergent, hors système, qui sont dans l'influence, qui créent de l'adhésion. C'est aussi une marque pour vous de cette nouvelle époque ? Bon, avoir des personnages qui ont une influence, c'est pas tellement nouveau. Sauf que maintenant, il y a les médias pour leur donner une caisse de résonance très importante. Mais enfin, des prophètes, des gourous ou des personnalités charismatiques qui sont capables d'entraîner derrière elles sans être gouroutissantes, il y en a toujours eu. Mais là, dans le cas présent, avec Didier Raoult, c'est les médias peut-être, mais c'est aussi une manière de communiquer justement hors canal historique du média que l'on connaît, une expression directe. Validée par les populations, par les sociétés, comme ce que vous faites aussi d'ailleurs. De toute façon, c'est sûr que Internet et les réseaux sociaux ont donné la possibilité de s'exprimer sans être corseté par le canal historique, comme vous dites, oui, bien sûr. Donc ça permet à de nouvelles paroles d'émerger. Après, Didier Raoult, il dit pas que des choses vraies non plus. Hein. Sur le changement climatique, par exemple, c'est hautement discutable. Il y a eu une longue réponse sur Twitter de Valérie Masson-Delmotte, qui est une des vice-présidentes d'un des groupes de travail du GIEC, qui est climatologue, qui dit j'entends que mon collègue scientifique s'exprime sur un domaine qui n'est pas le sien, peut-être qu'il peut se cantonner au virus et peut-être pas au climat. Mais sur les modes d'action, vous avez fait des films, il y a cette convention citoyenne et le risque de déception, en tout cas les oppositions que vous notez, tous les rêves du monde d'après, on sent bien que là on revient à une réalité plus prosaïque. Est-ce que vous réfléchissez à passer à d'autres modes d'action, peut-être une forme de radicalité plus forte? C'est ce que sous-entend Marion Cotillard là, dans une interview que vous avez fait ensemble cette semaine. C'est quoi l'étape d'après pour faire bouger les esprits? Moi, je suis d'abord intéressé de voir si cette étape-là va fonctionner. C'est-à-dire que, effectivement, moi, ça fait des années que j'essaye de comprendre comment ça peut évoluer. Et j'ai le sentiment que la question des récits et la question de la bataille culturelle est première. C'est-à-dire que à partir du moment où notre conception du monde va changer, et c'est déjà un peu le cas hein, dans une partie de la jeune génération, pour qui manger de la viande, avoir une voiture, c'est pas du tout des marqueurs sociaux comme ça a pu être le cas pour des générations précédentes. Donc je pense que si globalement notre vision de l'avenir se transforme, ça va se décliner dans l'économie, dans la politique, etc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour moi la question démocratique est première. C'est-à-dire qu'on voit que c'est en train de se tendre et que ça va se tendre de plus en plus. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on laisse la crise arriver, comme on a laissé le virus arriver, et qu'on se retrouve dans une situation catastrophique, et que là, ça puisse nous emmener vers des régimes potentiellement autoritaires. Et que là, on voit émerger des gens providentiels qui disent je vais résoudre le problème de ces centaines de millions de migrants qui arrivent chez nous, de ces températures caniculaires, et qu'on perde nos libertés. Donc moi, je suis très attaché à nos libertés. Donc je voudrais, encore une fois, qu'on crée des modalités démocratiques qui nous permettent, tous ensemble, de définir comment on répond à la crise climatique. Mais on entend alors votre optimisme mesuré ce matin, on attend les réponses du président de la République, mais vous êtes déjà aussi un peu dans le coup d'après. Vous préparez déjà un nouveau film sur la cause animale, donc vous anticipez peut-être déjà une certaine déception? Oh ben non, c'est parce que c'est mon métier de faire des films. Là, la Convention citoyenne, c'est pas mon métier. Hein. Là, je suis bénévole depuis 9 mois, totalement sur mon temps pour essayer de faire avancer ce processus parce que je pense que c'est important. Mais mon métier, c'est de faire des films, donc je continue à faire des films. Oui. Et donc, il y en a un qui s'appelle Animal qui va sortir le 24 mars. On vous entend très critique sur justement les modèles de société, les institutions, le mode de fonctionnement, la Ve République, l'industrie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Pour vous, tout cela vous sentez que c'est terminé, que tout doit évoluer, tout doit changer, même la manière de tout simplement de produire les voitures, de produire les avions, de produire de la démocratie. Tout ça doit changer? Ben oui. Vous pensez que vous serez suivi par la société au-delà de votre travail sur la Convention? Je cherche pas à être suivi moi, je cherche à essayer de faire émerger
à la fois des idées nouvelles et à la fois d'autres trajectoires pour nos sociétés. Parce que la crise climatique et la crise de la biodiversité, les scientifiques nous disent quand même qu'on vit la 6e extinction de masse des espèces. Elles disparaissent 1000 fois plus vite que la normale. Depuis 40 ans, on a fait disparaître 60% des populations de vertébrés sur la planète sauvage. Enfin, ça devrait nous interroger. Ce qui serait quand même fou, c'est de se dire, d'être face à ces chiffres-là et de se dire, tout va bien, on continue pareil. Non, on peut pas. Donc, effectivement, dans Demain, on brossait des pistes, dans Animal aussi, parce que je pense que la nouvelle frontière, elle est là. Elle est d'accepter que les êtres humains ne sont pas les princes de la création, mais simplement une espèce parmi d'autres sur cette planète. Je sais que c'est très choquant pour un certain nombre de personnes. J'ai entendu un constitutionnaliste, je l'ai lu même dans le Huffington Post, qui disait... cette idée de donner des droits à la nature, c'est insupportable. Moi, je suis un humaniste, donc comme je suis un humaniste, je pense qu'il faut absolument pas faire ça, et que le seul droit qui vaille, c'est le droit de l'humanité à vivre dans une nature préservée. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est très choquant pour lui de penser qu'il faut donner des droits à la nature. C'est très choquant pour une grande partie de la jeune génération d'entendre une chose pareille. Le seul droit qui existe, c'est le droit des êtres humains à vivre dans une nature préservée. Le philosophe Baptiste Morisot dit... tant que nous n'aurons pas accepté que les autres espèces sur cette planète sont des habitants de plein droit, ils ont le droit d'être là. Les tigres, les éléphants, les baleines, les oiseaux, les insectes ont le droit d'être là. On les a vus d'ailleurs parfois même près dans la rue et reprendre aussi un peu les espaces urbains pendant le confinement. Mais ce que vous dites aussi peut poser question. Certains peuvent en profiter pour aller encore plus loin. D'autres disent qu'il faut abolir tout type de distance avec les animaux, peut-être même avoir des relations avec eux, créer même de relations amoureuses. On l'a vu, certains philosophes le disent. Bon. Vous ne risquez pas de libérer au fond des idées et des comportements qui sont après peut-être incontrôlables? Comme quoi, vous parlez de la zoophilie là? Non, je ne parle pas de zoophilie, je parle simplement du fait de donner, quand vous dites des droits aux animaux égaux pratiquement aux êtres humains. Est-ce que quel modèle de société ça amène? En fait, on voudrait comprendre parce ce qui est très intéressant et qu'on a vécu en fait en 2015, c'est que dans le droit français, on est passé d'une définition des animaux qui était des biens meubles à une définition des animaux qui est qu'on reconnaît que ce sont des êtres doués de sensibilité, dotés de sensibilité. À partir du moment où on considère qu'ils sont dotés de sensibilité, qu'ils ont donc la possibilité de souffrir, et que nous, en tant qu'humanité, on considère que la souffrance est peut-être quelque chose que nous devons éviter, on se dote de cadres dans notre société. Je vous rappelle quand même si vous allez sans doute être choqués par cet exemple-là, qu'à une époque, les êtres humains, certains êtres humains, étaient considérés comme des marchandises au moment de l'esclavage. Et notre société, à un moment, a décidé de dire non, c'est pas possible. On peut pas considérer que des êtres humains, en l'occurrence la plupart du temps des Africains, d'une couleur différente, puissent être considérés comme des marchandises. On peut plus considérer non plus que les femmes n'ont pas d'âme, ce qui était le cas à une époque. On peut pas non plus considérer que les femmes sont des citoyens de seconde zone, qui n'ont pas le droit de vote. C'est extrêmement choquant. Là, est-ce que l'humanité va passer finalement d'une transformation de sa capacité d'empathie qui aujourd'hui s'applique uniquement à son espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine, aux autres espèces, en considérant que nous sommes totalement interdépendants des autres espèces et que si nous voulons les protéger, il n'y a pas d'autre solution que de leur donner des droits. Sinon, comment faire? Comment être sûr que des écosystèmes entiers ne seront pas rasés si on n'a pas de mécanismes juridiques qui nous permettent de l'empêcher? Et encore une fois, on pourrait le faire dans un premier temps d'un point de vue purement égoïste, en se disant que si toutes les espèces disparaissent, c'est l'être humain qui va être dans la charrette ensuite. Cécile Cornudet. Les 150 citoyens viennent de se constituer en association. Est-ce que c'est l'embryon d'un parti? On sait qu'on est à 2 ans d'une présidentielle. Est-ce qu'il faut réfléchir à cette étape-là pour faire avancer votre cause? Comment vous voyez les choses? Je ne crois pas du tout qu'ils ont l'intention de créer un parti. Eux, ils ont créé cette association pour pouvoir suivre leurs mesures et en gros participer au fait que l'exécutif remplisse sa promesse. Il voulait pas être muet face à ça. Ensuite, au moment de la présidentielle, je pense que vont émerger certainement des forces sociales écologiques, ça c'est sûr. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui il y a 3 grands espaces politiques qui sont en train de se structurer. Il y a les identitaires, en gros, autour du Rassemblement national, qui sont une espèce de façon de se refermer sur soi et de rejeter un petit peu
les autres, fermer les frontières, etc. Il y a les libéraux, qui c'est en gros le gouvernement actuel, et il y a la social-écologie qui est en train